Lettre 47, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Je ne vous verrai pas encore aujourd'hui, ma belle amie, et voici mes raisons que je vous prie de recevoir avec indulgence. Au lieu de revenir hier directement, je me suis arrêté chez la comtesse de Gna, dont le château se trouvait presque sur ma route, et à qui j'ai demandé à dîner. Je ne suis arrivé à Paris que vers les 7 heures, et je suis descendu à l'opéra où j'espérais que vous pouviez être. L'opéra fini, j'ai été revoir mes amis du foyer. Alors, parenthèse, mes amis du foyer, c'est en fait un peu des courtisanes, limite prostituées, et parce que, alors je sais pas si c'est une légende ou si c'est la réalité, mais à l'époque, les filles un peu du spectacle, autour du spectacle, de l'opéra, du théâtre, étaient considérées comme des filles un peu légères ou des filles en tout cas entretenues. Je reprends. L'opéra fini, j'ai été revoir mes amis du foyer, j'y ai retrouvé mon ancienne Émilie, entourée d'une cour nombreuse, tant en femmes qu'en hommes, à qui elle donnait le soir même à souper à Je ne fus pas plutôt entré dans ce cercle que je fus prié du souper par acclamation, je le fus aussi par une petite figure grosse et courte qui me baragouina une invitation en français de Hollande et que je reconnus pour le véritable héros de la fête. J'acceptai. J'appris dans ma route que la maison où nous allions était le prix convenu des bontés d'Émilie pour cette figure grotesque, et que ce souper était un véritable repas de noces. Le petit homme ne se possédait pas de joie, dans l'attente du bonheur dont il allait jouir. Il m'en parut si satisfait qu'il me donna envie de le troubler, ce que je fis en effet. La seule difficulté que j'éprouvais fut de décider Émilie que la richesse du bourgmestre rendait un peu scrupuleuse. Elle se prêta pourtant, après quelque façon, au projet que je donnais de remplir de vin ce petit tonneau de bière et de le mettre ainsi hors de combat pour toute la nuit. L'idée sublime que nous nous étions formés d'un buveur hollandais nous fit employer tous les moyens connus. Nous réussîmes si bien qu'au dessert, il n'avait déjà plus la force de tenir son verre, mais la secourable Émilie et moi l'entonnions à qui mieux. Enfin, il tomba sous la table, dans une ivresse telle qu'elle doit au moins durer 8 jours. Nous nous décidâmes alors à le renvoyer à Paris, et comme il n'avait pas gardé sa voiture, je le fis charger dans la mienne, et je restai à sa place. Je reçus ensuite les compliments de l'Assemblée, qui se retira bientôt après et me laissa maître du champ de bataille. Cette gaieté et peut-être ma longue retraite. Alors, parenthèse, cette gaieté ici, ça a le sens de quelque chose de gai, mais ça veut dire aussi les petites choses ou les petites paroles légères que font les jeunes gens, les actions un peu folâtres. Je reprends. Cette gaieté, et peut-être ma longue retraite, m'ont fait trouver Émilie si désirable que je lui ai promis de rester avec elle jusqu'à la résurrection du Hollandais. Jusqu'à la résurrection du Hollandais. Cette complaisance de ma part est le prix de celle qu'elle vient d'avoir, de me servir de pupitre pour écrire à ma belle dévote, à qui j'ai trouvé plaisant d'envoyer une lettre écrite du lit et presque dans les bras d'une fille, interrompue même pour une infidélité complète, et dans laquelle je lui rends un compte exact de ma situation et de ma conduite. Émilie, qui a lu l'épître, en a ri comme une folle, et j'espère que vous en rirez aussi. Parenthèse, vous allez voir à la lettre d'après, c'est assez cocasse. Je continue. Comme il faut que ma lettre soit timbrée de Paris, je vous l'envoie, je la laisse ouverte, vous voudrez bien la lire, la cacheter et la faire mettre à la poste.
Surtout, n'allez pas vous servir de votre cachet, ni même d'aucun emblème amoureux, une tête seulement. Adieu, ma belle amie. PS, je rouvre ma lettre. J'ai décidé, Émilie, à aller aux Italiens. Je profiterai de ce temps pour aller vous voir. Je serai chez vous à 6 heures au plus tard. Et si cela vous convient, nous irons ensemble sur les 7 heures chez Madame de Volanges. Il sera décent que je ne diffère pas l'invitation que j'ai à lui faire de la part de Madame de Rosemonde. De plus, je serai bien aise de voir la petite Volanges. Adieu, la très belle dame. Je veux avoir tant de plaisir à vous embrasser que le chevalier puisse en être jaloux. Lettre du 30 août. Lettre 48. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Lettre timbrée de Paris, n'est-ce pas, par les bons soins de Madame de Merteuil. C'est après une nuit orageuse, et pendant laquelle je n'ai pas fermé l'œil. C'est après avoir été sans cesse, ou dans l'agitation d'une ardeur dévorante, ou dans l'entier anéantissement de toutes les facultés de mon âme, que je viens chercher auprès de vous, madame, un calme dont j'ai besoin, et dont pourtant je n'espère pas jouir encore. Là, ce qui est drôle, c'est que, à demi-mot, à travers des allusions, il raconte à la présidente de Tourvel la nuit qu'il a réellement passée avec la fille, là, Émilie, et le fait qu'il est en train d'écrire la lettre sur elle, sur son corps nu, qui lui sert de table. Voilà, entre les lignes, il raconte ça. En effet, la situation où je suis en vous écrivant me fait connaître plus que jamais la puissance irrésistible de l'amour. J'ai peine à conserver assez d'empire sur moi pour mettre quelque ordre dans mes idées, et déjà, je prévois que je ne finirai pas cette lettre sans être obligé de l'interrompre. Quoi ? Ne puis-je donc espérer que vous partagerez quelques jours le trouble que j'éprouve en ce moment ? J'ose croire cependant que, si vous le connaissiez bien, vous n'y seriez pas entièrement insensible. Croyez-moi, madame, la froide tranquillité, le sommeil de l'âme, image de la mort, ne mènent point au bonheur. Les passions actives peuvent seules y conduire. Et malgré les tourments que vous me faites éprouver, je crois pouvoir assurer sans crainte que, dans ce moment, je suis plus heureux que vous. En vain m'accablez-vous de vos rigueurs désolantes. Elles ne m'empêchent point de m'abandonner entièrement à l'amour et d'oublier, dans le délire qu'il me cause, le désespoir auquel vous me livrez. C'est ainsi que je veux me venger de l'exil auquel vous me condamnez. Jamais je n'eus tant de plaisir en vous écrivant. Jamais je ne ressentis dans cette occupation une émotion si douce et cependant si vive. Une émotion si douce et cependant si vive. Tout semble augmenter mes transports. L'air que je respire est brûlant de volupté. La table même sur laquelle je vous écris, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. Combien elle va s'embellir à mes yeux. J'aurais tracé sur elle le serment de vous aimer toujours. Pardonnez, je vous en supplie, au désordre de mes sens. Je devrais peut-être m'abandonner moins à des transports que vous ne partagez pas. Il faut vous quitter un moment pour dissiper une ivresse qui s'augmente à chaque instant et qui devient plus forte que moi. Je reviens à vous, madame, et sans doute j'y reviens toujours avec le même empressement. Cependant, le sentiment du bonheur a fui loin de moi. Il a fait place à celui des privations cruelles.
À quoi me sert-il de vous parler de mes sentiments, si je cherche en vain les moyens de vous convaincre? Après tant d'efforts réitérés, la confiance et la force m'abandonnent à la fois. Si je me retrace encore les plaisirs de l'amour, c'est pour sentir plus vivement le regret d'en être privé. Je ne me vois de ressources que dans votre indulgence, et je sens trop, dans ce moment, combien j'en ai besoin pour espérer de l'obtenir. Cependant, jamais mon amour ne fut plus respectueux, jamais il ne dut moins vous offenser. Il est tel, j'ose le dire, que la vertu la plus sévère ne devrait pas le craindre. Mais je crains moi-même de vous entretenir plus longtemps de la peine que j'éprouve. Assuré que l'objet qui la cause ne la partage pas, il ne faut pas au moins abuser de ses bontés, et ce serait le faire que d'employer plus de temps à vous retracer cette douloureuse image. Je ne prends plus que celui de vous supplier de me répondre, et de ne jamais douter de la vérité de mes sentiments. Lettre écrite de Paris, datée de Paris, du 30 août. Lettre 49. Cécile Volanges au chevalier d'Ancenis. Sans être ni légère ni trompeuse, il me suffit, monsieur, d'être éclairé sur ma conduite pour sentir la nécessité d'en changer. J'en ai promis le sacrifice à Dieu jusqu'à ce que je puisse lui offrir aussi celui de mes sentiments pour vous, que l'état religieux dans lequel vous êtes rend plus criminel encore. Oui, parce qu'il est chevalier de Malte d'Ancenis, donc il fait partie d'un ordre religieux. Je reprends. Je sens bien que cela me fera de la peine, et je ne vous cacherai même pas que depuis avant-hier, j'ai pleuré toutes les fois que j'ai songé à vous. Mais j'espère que Dieu me fera la grâce de me donner la force nécessaire pour vous oublier, comme je la lui demande soir et matin. J'attends même de votre amitié et de votre honnêteté que vous ne chercherez pas à me troubler dans la bonne résolution qu'on m'a inspirée et dans laquelle je tâche de me maintenir. En conséquence, je vous demande d'avoir la complaisance de ne plus écrire, d'autant que je vous préviens que je ne vous répondrai plus et que vous me forceriez d'avertir maman de tout ce qui se passe, ce qui me priverait tout à fait du plaisir de vous voir. Je n'en conserverai pas moins pour vous tout l'attachement qu'on puisse avoir sans qu'il y ait du mal, et c'est bien de toute mon âme que je vous souhaite toutes sortes de bonheur. Je sens bien que vous allez ne plus m'aimer autant, et que peut-être vous en aimerez bientôt une autre mieux que moi, mais ce sera une pénitence de plus, de la faute que j'ai commise en vous donnant mon cœur, que je ne devais donner qu'à Dieu et à mon mari quand j'en aurai un. J'espère que la miséricorde divine aura pitié de ma faiblesse, et qu'elle ne me donnera de peine que ce que j'en pourrais supporter. Adieu, monsieur. Je peux bien vous assurer que s'il m'était permis d'aimer quelqu'un, ce ne serait jamais que vous que j'aimerais. Mais voilà tout ce que je peux vous dire. Et c'est peut-être même plus que je ne devrais. Lettre du 31 août. Lettre 50. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Est-ce donc ainsi, monsieur, que vous remplissez les conditions auxquelles j'ai consenti à recevoir quelquefois de vos lettres? Et puis-je ne pas avoir à m'en plaindre quand vous ne m'y parlez que d'un sentiment auquel je craindrais encore de me livrer, quand même je le pourrais sans blesser tous mes devoirs? Au reste, si j'avais besoin de nouvelles raisons pour conserver cette crainte salutaire, il me semble
que je pourrais les trouver dans votre dernière lettre? En effet, dans le moment même où vous croyez faire l'apologie de l'amour, que faites-vous au contraire que m'en montrer les orages redoutables? Qui peut vouloir d'un bonheur acheté au prix de la raison et dont les plaisirs peu durables sont au moins suivis des regrets quand ils ne le sont pas des remords? Vous-même, chez qui l'habitude de ce délire dangereux doit en diminuer l'effet, n'êtes-vous pas cependant obligé de convenir qu'il devient souvent plus fort que vous? Et n'êtes-vous pas le premier à vous plaindre du trouble involontaire qu'il vous cause? Quel ravage effrayant ne ferait-il donc pas sur un cœur neuf et sensible qui ajouterait encore à son empire par la grandeur des sacrifices qu'il serait obligé de lui faire? Vous croyez, monsieur, ou vous feignez de croire, que l'amour mène au bonheur. Et moi, je suis si persuadé qu'il me rendrait malheureuse, que je voudrais n'entendre jamais prononcer son nom. Il me semble que d'en parler seulement altère la tranquillité, et c'est autant par goût que par devoir que je vous prie de vouloir bien garder le silence sur ce point. Après tout, cette demande doit vous être bien facile à m'accorder à présent. De retour à Paris, vous y trouverez assez d'occasions d'oublier un sentiment qui peut-être n'a dû sa naissance qu'à l'habitude où vous êtes de vous occuper de semblables objets, et sa force qu'au désœuvrement de la campagne. N'êtes-vous donc pas dans ce même lieu où vous m'aviez vu avec tant d'indifférence? Y pouvez-vous faire un pas sans y rencontrer un exemple de votre facilité à changer? Et n'y êtes-vous pas entouré de femmes qui, toutes plus aimables que moi, ont plus de droit à vos hommages? Je n'ai pas la vanité qu'on reproche à mon sexe. J'ai encore moins cette fausse modestie qui n'est qu'un raffinement de l'orgueil. Cette fausse modestie qui n'est qu'un raffinement de l'orgueil. Et c'est de bien bonne foi que je vous dis ici que je me connais bien peu de moyens de plaire. Je les aurais tous que je ne les croirais pas suffisants pour vous fixer. Vous demandez de ne plus vous occuper de moi, ce n'est donc que vous prier de faire aujourd'hui ce que déjà vous aviez fait, et ce qu'à coup sûr vous feriez encore dans peu de temps, quand même je vous demanderai le contraire. Cette vérité que je ne perds pas de vue serait à elle seule une raison assez forte pour ne pas vouloir vous entendre. J'en ai 1000 autres encore, mais sans entrer dans cette longue discussion, je m'en tiens à vous prier, comme je l'ai déjà fait, de ne plus m'entretenir d'un sentiment que je ne dois pas écouter et auquel je dois encore moins répondre. Lettre du 1er septembre.